un remplaçant que vous avez devant vous. Mais je dois dire que je remercie le père Rémy de m'avoir amené à faire cette réflexion, parce que le problème est beaucoup plus grave qu'on ne le croit a priori. Le problème est beaucoup plus grave parce que l'économie a pris une place dans le fonctionnement de la société considérable, et que ceux qui gouvernent l'économie, et qui sont très peu nombreux, c'est 0,01%. Ceux qui gouvernent l'économie, je dirais d'une façon tout à fait approximative, les 2500 milliardaires en dollars que l'on peut recenser aujourd'hui, ont une capacité de peser sur le contenu de l'économie, de faire de véritables croisades. Or, la vérité, que ce problème que vous avez posé, Père, me paraît aujourd'hui un problème fondamental, car il met en cause la démocratie elle-même. Et la démocratie, c'est quand même la base de notre société. Alors que je crois que le message fondamental que veulent faire passer les milliardaires dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'argent c'est fondamental, l'argent c'est la valeur sûre, puis-je dire dans un couvent de dominicains qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, l'argent et le Seigneur. Et donc c'est derrière cet a priori qui peut peut-être choquer certains d'entre vous, mais nous pourrons en discuter, que je voudrais mettre l'ensemble de cet exposé. Alors là j'ai un tout petit ordinateur qui fait que je ne vois pas bien ce qui est là. Donc importance de l'économie, nécessité de bien discerner l'économie industrielle, c'est-à-dire les entreprises, qui sont à l'origine de la création d'emplois, dont on voit à quel point aujourd'hui elle est devenue stratégique et critique, au point que le non-mouvement vers la croissance des emplois met en cause les institutions de la République et l'économie de spéculation, qui est une économie différente. Je suis personnellement totalement en faveur des entreprises, de la création d'emplois, mais dans le cadre d'une économie régulée, encadrée, qui est à respecter un certain nombre de règles, et une économie spéculative dans laquelle je vous en donnerai un très bon exemple avec la crise de 2007, où je vais vous montrer qu'elle repose sur une série d'escroqueries pures et simples. Si je regarde quelles sont les raisons de l'écart qu'il y a entre la réalité, toujours difficile de parler de la réalité, on l'approche plus ou moins, mais l'image qui en est donnée, pourquoi est-ce qu'il y a de tels écarts? Et je dis là, ah tiens, je ne l'ai pas passé. Alors, pour passer, c'est là. Voilà. Les raisons de l'écart entre la réalité et sa présentation tiennent à plusieurs causes. Il y a le mensonge délibéré. Nous sommes à 1 an de la révélation de l'affaire Cahuzac. Nous sommes là devant le mensonge délibéré. Et deuxièmement, l'interprétation abusive. Et je vais me permettre de dire que les nouveaux économistes, ceux qui travaillent avec des outils mathématiques, alors que parfois j'ai pu le découvrir avec curiosité, amusement puis fureur, ils ne maîtrisent pas les outils dont ils prétendent se servir. J'ai vu un économiste pas tout à fait reconnu qui avait dans un article utilisé des éléments du calcul intégral, mais quand j'ai regardé avec lui ces équations,
je me suis aperçu qu'il ne maîtrisait pas du tout le calcul intégral. Il en avait une vision qui n'était pas une vision, il bafouillait le langage intégral et il ne le parlait pas couramment. Si on veut utiliser pour l'économie des outils mathématiques performants, il faut vraiment en avoir une maîtrise forte. Il y a ensuite, troisième cause, l'incompétence dissimulée. Et je dirais que là, nos amis les journalistes peuvent être mis en cause. Souvent à la télévision, dans les séquences de 45 secondes, on leur demande d'expliquer ce qui se passe dans le décalage de l'économie en Espagne. Ils font des raccourcis qui me donnent le vertige. Il y a encore l'erreur involontaire. Ça arrive à tout le monde et personne ne peut y échapper. Et puis il y a la mauvaise foi risquée. Et là, c'est les politiques que je vais mettre en cause. Parfois lorsqu'ils sont au pouvoir, mais souvent lorsqu'ils sont dans l'opposition. Et c'est vrai aussi bien de la droite que de la gauche. Et j'ai avec moi un exemple d'un journal que j'aime beaucoup lire tous les jours, qui s'appelle Les Échos, et qui est un journal normalement de qualité. Mais là, sans doute, ont-ils eu une pression parce que le titre de la page 1, le grand titre de la page 1, c'est « La France championne des taxes sur les entreprises ». Et quand on regarde à la page 4 l'article, on revoit fiscalité des entreprises, la France avant-dernière du palmarès européen. Donc c'est clair, nous sommes les derniers, nous sommes les plus mauvais. Mais si on regarde l'intérieur de l'article, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, souvent, faute de temps, on lit les titres, convaincus qu'ils sont bons. Et là, il est dit que, en fait, dans cette étude, elle ne prend pas nécessairement en compte toutes les exonérations existantes, ce qui pénalise la France où les taux sont souvent facialement élevés, mais où les possibilités de réduire l'impôt sont nombreuses. Autrement dit, le paragraphe interne, encore 12, dit le contraire du titre. L'effet du crédit d'impôt compétitivité n'est en outre pas encore intégré. L'étude, etc., et on voit que on remonte de je ne sais combien de dizaines de places par rapport aux autres nations du monde en prenant en compte la réalité que les titres ne prennent pas. Et vous avez eu récemment, qui a fait scandale sur la télévision, l'article écrit dans Newsweek, qui a longtemps été une référence pour les gens de gauche en Europe. C'était un journal certes américain, mais qui n'hésitait pas à franchir les limites de la correction. Et cet article de Newsweek, dans cet article de Newsweek, il y avait entre autres horreur le fait que cette malheureuse disait qu'elle payait le litre de lait l'équivalent de 4 $, ce qui est très loin de la réalité. C'était un exemple parmi d'autres. Quand elle parlait des crèches, c'était pareil. On avait vraiment le sentiment qu'elle n'avait rien vu de la réalité du pays qu'elle connaissait. Alors je vais vous prendre la crise des subprimes en essayant de bien vous faire comprendre ce qui s'est passé. Cette crise a déclenché la crise financière, économique et sociétale que nous vivons aujourd'hui. Regardez depuis combien de temps, quand on dissèque les conséquences de cette crise mondiale qui s'aligne sur la crise de 29, on ne voit jamais de référence à ce qui a donné lieu
à la naissance de cette crise. Et c'est pour ça que je voudrais le reprendre en montrant comment ceux qui ne sont pas des entrepreneurs mais des spéculateurs ont déclenché le malheur et la misère sur la moitié de la population de la Terre. À l'origine, il y a une idée qui aurait pu ne pas être idiote. Et d'ailleurs, on raconte, et je me souviens très bien de l'avoir entendu à la télévision, que lorsque M. Nicolas Sarkozy, en 2007, a fait son premier voyage aux États-Unis et qu'il a découvert la construction des maisons pour les pauvres, il est rentré en disant « Il faudrait que l'on fasse ça en France, tous les Français propriétaires, ce serait un beau projet ». Heureusement, il a eu une autre idée peu de temps après et il a oublié celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces industriels spéculateurs? Et ils étaient nombreux et ils ont eu des intérêts convergents. Ils se sont dit, puisque les maisons particulières, les gens qui ont la capacité d'en acheter l'ont quasiment tous fait, et qu'il n'y a plus place, compte tenu de ce qu'est l'industrie du bâtiment aux États-Unis, pour toutes les entreprises qui en font partie, il faut inventer autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? On va vendre des maisons à des gens qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Et non seulement on va faire cela, ce qui chez des gens de bonne foi, sans doute un peu idiots, ce serait traduit par « on va essayer de faire moins cher ». C'est traduit là par « on va faire l'opération en deux temps ». Dans un premier temps, on va aller les voir et on va leur dire « on va vous vendre un crédit à taux presque nul. Dans 2 ans, on augmentera le crédit. Mais dans 2 ans, et là on arrive au cœur d'une réflexion libérale qui est généralisée. Dans 2 ans, votre maison aura pris de la valeur. Il y aura donc un différentiel entre le prix de la maison dans 2 ans, le prix aujourd'hui. Sur l'écart de valeur, on pourra vous faire un prêt complémentaire et vous paierez le nouvel intérêt, 15%. Vous paierez ce nouvel intérêt en prenant sur le capital du second prêt. Vous savez que quand on rembourse par travers d'un prêt, ça a un nom très vilain en matière correctionnelle. Et c'est lourdement puni. Ça s'appelle la course à l'échalote, en langage vulgaire. Et donc, ils ont lancé leur opération. Sauf que, quand on a affaire à des gens pauvres, et ce que je vais vous dire, j'ai un peu honte de le dire parce que ça a l'air d'être un racisme anti-pauvre. Mais si un cadre peut imaginer son avenir à 3 ans ou à 4 ans, des gens qui sont vraiment dans la pauvreté, qui n'ont pas eu de formation, ont du mal à imaginer leur avenir au-delà d'un mois, et même plus souvent, ils en sont à 1 semaine. Et que donc la proposition qu'on leur faisait et le niveau de loyer auquel cela correspondait les tentait complètement. Cela les tentait d'autant que le rêve de la possession d'une maison, déjà en Europe, déjà en France, mais surtout aux États-Unis, où c'est le signe que l'on existe, était d'une tentation devant laquelle ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Ils ont donc été des centaines de milliers, voire des millions, qui ont passé commande. Ils ont passé commande d'une maison et ils se sont installés dedans. Vous savez, c'est les maisons américaines, ce sont des maisons en bois, très confortables, d'une très grande qualité, mais qu'on peut monter assez vite. Et 2 ans après,
on est venu leur dire ah ben là, la mensualité va augmenter parce que au lieu d'avoir 0 d'intérêt, vous allez avoir 15%. L'ennui, c'est que de la même façon que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les prix des marchés ne montent pas indéfiniment, et que les maisons n'avaient pas augmenté de prix, et que donc il n'y avait pas de possibilité de faire un nouvel prêt, un nouveau prêt. Et ceux qui avaient vendu les maisons, vous verrez après qu'il y a un aiguillage et qu'on part sur un autre scandale, ont saisi les maisons, mis les meubles sur le trottoir, devant des familles totalement consternées, et que ceci a été fait en dehors de toute référence au droit. Il n'y avait pas le droit de saisir les maisons sans qu'il y ait eu un jugement. Voilà pour la première partie, avec ce que cela signifie de perte d'argent et de détresse dans des familles qui ne le méritaient pas. Mais en même temps, il faut voir ce qui se passait. Ceux qui vendaient les maisons obtenaient un prêt des banques, puisque c'était la base du système. Et ce prêt des banques, elles, aussitôt, allaient le localiser dans un institut dont le métier était de gérer les prêts. Il y en avait deux. Il y en avait deux qui avaient une histoire intéressante. Les deux s'appelaient Fannie Mae et Freddie Mac. C'est des noms jolis. Ils avaient été créés sous Roosevelt pendant la crise de 29, parce que pour Roosevelt, construire des maisons, c'était déjà attaquer les bases de la crise. Et donc il avait mis ces deux structures destinées à gérer des créances de prêts à la construction. Et donc Freddie et Fannie se sont trouvés avec des milliards de dollars en prêts. Et ils ont été sur le point de déposer le bilan. C'est l'État américain qui, tout libéral qu'il se considère, a apporté l'argent nécessaire. Mais en même temps, les petits génies de la finance, qui sont souvent des quasi-mathématiciens, avaient monté un système. C'est ce qu'on appelle les SPV. Les SPV, c'est les Special Vehicle Purpose Vehicle. Ça veut dire c'est des obligations dans lesquelles on mélange différents produits. Et vous aviez dans ces obligations à la fois les créances immobilières, mais aussi des cartes bleues non payées, mais aussi des actions qui avaient été très risquées. C'était donc un produit pourri. Sauf que ils affichaient dessus le taux de crédit de la deuxième phase. Ils ne mettaient pas 0% d'intérêt. Ils mettaient dessus 15% d'intérêt. Et quand les banquiers du monde entier, qui contrairement à ce que le bon peuple croit, ne sont pas obligatoirement des gestionnaires admirables, ont vu 15%, ils ont fait passer des instructions pour dire acheter. Et là, ces systèmes sont entrés dans les banques, et l'on a vu 2 ans après que les banquiers ne savaient pas ce qu'ils avaient dans ces actions. Ils ne maîtrisaient plus leur bilan. Et du coup, ils se sont défiés de leurs voisins banquiers. Or, pour que des banques puissent fonctionner ensemble, il leur faut compenser les écarts de trésorerie au jour le jour.
Et ça se fait entre banques, à condition qu'il y ait confiance entre eux. Et là, la confiance n'étant plus là, le système a menacé de s'arrêter. Et c'est là où l'on a vu que les États-Unis avaient, par leur banque fédérale, compris la nécessité de mettre des milliards en branle. Ils l'ont fait, et c'est en train de s'arrêter maintenant, 6 ans après. Ce qui a conduit à une baisse de la valeur du dollar, ce qui a conduit à des difficultés avec d'autres banques, mais que nous, en Europe, et je dis bien en Europe, parce qu'on a tendance aujourd'hui à considérer que l'Europe ne fait que des bêtises. Elle en fait beaucoup, c'est vrai. Mais là, elle a été capable de mettre en place un système de prêts aux banques considérable, je crois que c'est de l'ordre de 800 milliards, pour sauver le système bancaire et continuer à avoir une visibilité d'avenir. Je regrette encore que l'on n'ait pas exigé des contreparties du système bancaire, la réduction du système des bonus et des niveaux de salaire aberrants, la nécessité de garantir que l'on allait prêter aux PME. Les grandes banques, les grandes sociétés du CAC 40 n'ont pas de vrais problèmes de trésorerie. Ils ont des problèmes d'investissement, mais les prêts aux investissements ne sont jamais une vraie difficulté. C'est à long terme, mais l'investissement, s'il est bien conçu, va se payer lui-même. Vous voyez donc la deuxième grande faute. La première, c'était d'avoir vendu à des pauvres des biens qui ne pouvaient pas se payer. Il aurait fallu imaginer un autre système, comme des HLM, je ne sais pas. Et la deuxième faute, c'est d'avoir fabriqué ces obligations pourries dont on ne sait pas aujourd'hui qu'en faire, sinon les cantonner dans des hedge funds, et d'avoir par là même pourri le système. Voilà, alors, je répondrai tout à l'heure à vos questions si vous le voulez, mais je voudrais, pour répondre à une question, à une déclaration du père Rémy, dire que, en plus du fait qu'elles affichaient un taux de crédit à 15% qui les rendrait éminemment désirables pour des banquiers. Quand des banquiers voient 15%, ils entrent en transe. Mais il y avait un autre phénomène, c'est que les agences de notation, qui avaient comme clients, mais comme clients pas pour la notation, mais pour le conseil qu'ils pouvaient leur donner, car ces agences de notation, elles font deux choses. Elles font du conseil, et elles font aussi de la notation. Et quand elles notent ceux qui leur payent des honoraires pour qu'elles fassent du conseil, généralement, l'objectivité n'est plus au rendez-vous. Et dans ce cas d'espèce, ces obligations pourries dont je vous parlais tout à l'heure, et dont il n'était pas vraiment difficile de considérer qu'elles étaient effectivement pourries, elles leur ont donné la note 3A, c'est-à-dire celle qui vient d'être retirée à notre glorieuse République. 3A. 3A plus 15%, pas un banquier ne pouvait résister. Et ils absorbaient ces pommes empoisonnées avec un bonheur manifeste. La crise des subprimes se poursuit alors, et c'est en décembre, je crois que c'est le 8 décembre 2011, mais je ne le garantis pas. Si vous voulez que je vous donne la date exacte, je l'ai dans le dossier là, mais je vais perdre 3 minutes. Il y a une banque qui existait depuis 150 ans, la banque Lehman Brothers, qui avait été au début une petite banque, et puis qui était devenue une des banques modèles des États-Unis, qui en comptait beaucoup. Et cette banque, je ne sais pas pourquoi, le gouvernement a décidé de ne pas la sauver.
Il faut dire que le secrétaire d'État au Trésor, la semaine où le problème s'est posé de la faillite de Lehman Brothers, était un ancien de Goldman Sachs. Autre banque aussi importante. Donc, est-ce que ça a eu de l'influence? Je n'oserais pas le dire, parce que ça serait vraiment méchant. Mais je me pose quand même la question. C'est la vérité. Pardon? C'est la vérité. Bon, c'est vous qui le dites. Devant ces difficultés, les banques ont à ce moment-là réagi dans le monde entier. Et ils se sont mis à mettre en place deux éléments très novateurs pour le système des banques. Le premier, c'est qu'ils se sont dit, nous allons mettre en place des établissements bancaires qui seront nos filiales, mais qui feront partie de ce que l'on appelle les banques de l'ombre. C'est-à-dire qu'elles font des opérations uniquement celles qui sont en dehors des régulations, celles qu'elles peuvent faire librement, aller dans les paradis fiscaux, donner des salaires abusifs, prendre des actions et en faire des obligations pourries. Parce que ne vous y trompez pas, le système qui s'est enclenché là, il n'est pas terminé. Vous avez par exemple une crise qui mature en ce moment aux États-Unis et qui est de même genre dans ses bases que la crise des subprimes. C'est les prêts aux étudiants. Ah, je vous surprends là. Mais les prêts aux étudiants, vous savez que les universités américaines sont très chères. Et donc les étudiants vont faire des prêts auprès des banques pour aller dans des universités que l'on a créées. Il y a toujours eu des universités de grande qualité aux États-Unis. Mais là, il y a des universités qui se créent pour faire des sous. Et pour faire des sous, eh bien, il faut qu'en même temps qu'on dit à l'étudiant qu'il va payer 50 000 $ pour une année d'université, mais qu'on leur garantit qu'on va leur trouver le prêt. Et qu'il y a aujourd'hui un nombre considérable, j'ai pas les chiffres là, un nombre considérable d'étudiants qui sont incapables de rembourser les prêts, qui sont parfois aidés par les institutions fédérales, mais si l'on prend le total des prêts ainsi accordés, on arrive à des montants comparables à celui des subprimes. C'est un des pépins qui menace l'équilibre des États-Unis dans les 20 ans qui viennent. Et c'est toujours basé sur le même système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous demandez un prêt à votre banque, la banque dit toujours assurez-vous que vous avez les moyens de rembourser vos mensualités, ou une phrase comme ça. Là-bas, ça n'existe pas. Nous sommes dans un pays libéral. Et la thèse du libéralisme oblige à ne pas avoir de régulation qui s'impose aux entrepreneurs. Donc, une banque de l'ombre, c'est un des inconvénients majeurs de la crise des subprimes. Et puis j'ajoute, mais je crois l'avoir dit tout à l'heure, que les calculs de risque sont faussés par les modèles mathématiques qui se sont généralisés. Je me souviens d'avoir fait un petit scandale à l'école centrale quand j'ai su qu'il y avait une professeure de mathématiques qui avait été embauchée pour faire apprendre à des futurs ingénieurs qui devraient plutôt connaître la manière dont on démonte un moteur, comment on fait des mathématiques financières. C'est comme ça que ça s'appelle. Je crois que ce sont de bons matheux et que donc ils arrivent à trouver des matières dans lesquelles ils peuvent apporter des solutions, mais je trouve que ça n'est pas leur vocation et on aurait tellement besoin
d'ingénieurs pour améliorer les processus, créer de nouveaux produits, qu'on devrait oublier le fait de les dévoyer de leur vraie vocation. Alors, je finis sur la crise des subprimes. La gravité de la crise tient à la conjonction de 3 facteurs. La libéralisation financière, elle a commencé sous Reagan et elle a commencé sous Thatcher. Thatcher, c'est quelques mois avant Reagan. Mais les deux étaient des mordus, des fondus du libéralisme absolu, celui de l'école de Chicago, Milton Friedman. Je me souviens, j'avais été aux États-Unis et en farfouillant dans une librairie, j'avais découvert ce bouquin. Et j'avais été absolument effondré en lisant les bases de la réflexion de Milton Friedman, qui a quand même eu le prix Nobel pour ce qui est devenu la base de l'économie mondiale. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un système qui ne fonctionne. En 1975 à peu près, l'économie a basculé d'un système industriel, stratégique à long terme, dans lequel l'homme avait sa place, ce qui n'empêchait pas les conflits syndicaux d'être d'une violence considérable. J'ai personnellement connu de très près l'affaire Lippe, et je vous assure que ça n'était pas rien. Il n'y avait que 1300 ouvriers, hein, c'est déjà pas mal quand même. Et que nous nous trouvons dans un système avec une logique terrifiante, d'autant plus terrifiante que les 2500 milliardaires qui existent dans le monde et qui sont des milliardaires récents, ce ne sont pas des patrimoines que l'on a transmis, c'est de l'argent qui a été gagné en quelques années. Et ces milliardaires ne sont pas uniquement aux États-Unis, quasiment les 20 premiers sont aux États-Unis. Mais vous en avez en Chine. La Chine maoïste, la Chine communiste a 500 ou 600 milliardaires. Et on se dit, mais comment ils arrivent à concilier ça? Vous avez bien vu, quand on a changé le président de la Chine, c'était un congrès communiste. Et il a ses milliardaires. Alors là, je ne comprends plus. Je n'ai jamais très bien compris, d'ailleurs. Mais là, vraiment, je ne comprends plus du tout. La Russie a ses oligarques qui ont fait ces milliards, on le sait maintenant, en piquant l'argent qui appartenait à l'État, c'est-à-dire aux contribuables et à la nation. Et dans tous les pays du monde, vous avez de tels milliardaires. Donc, la libéralisation financière a aggravé la crise. La mondialisation, que l'on tient pour responsable de tout, à mon avis, c'est un jugement injuste. La mondialisation, c'est à la fois quelque chose qui a permis de réduire la pauvreté pratiquement de moitié en 10 ans, et ça, ce n'est pas rien, mais qui a aidé à faire de la spéculation, d'autant que rien n'est venu réguler la façon dont on se lançait dans la mondialisation. Je me souviens d'avoir vécu au début des années 60 le premier fabricant de linge en coton qui est allé faire fabriquer dans les pays d'Asie du Sud-Est des t-shirts. Du coup, les t-shirts, il les avait moins chers. Et il a baissé ses prix pour prendre le marché. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les gens ne réfléchissent pas aux conséquences de ce qu'ils font. Et en baissant ses prix, il a poussé ses concurrents à faire autant, et eux-mêmes à aller chercher des fabricants qui étaient pas chers. D'où des usines où les conditions de travail sont épouvantables, mais d'où des usines en France qui ferment, parce qu'il n'y a plus
de possibilités de débouchés pour eux. Est-ce que ce que je vous raconte là, c'est compréhensible? J'ai vécu. Donc la mondialisation, et c'est là où on voit que l'information sur la mondialisation, c'est très important. Vous avez toute une frange populiste qui dit la mondialisation c'est l'horreur, il faut fermer les frontières et autres. Ça ne se dit pas qu'au Front National. Alors qu'il est clair pour n'importe qui à diriger une entreprise que si on se ferme à l'arrivée des produits étrangers, on se ferme du même coup à l'exportation de nos produits à nous, avec ce que cela signifie en conséquence sur l'économie. Et puis, troisième élément, qui a l'air d'être féerique, c'est que les banques maintenant, ou les institutions financières, font de la spéculation non plus en achetant une action à 10 € et en la revendant 3 mois plus tard 20 €, ils font des achats par des systèmes informatiques qui arrivent à gérer 1 million d'opérations à la seconde. 1 million d'opérations à la seconde. Et qui gagnent 3, 4, 5 centimes par opération. Mais ça veut dire qu'en une seconde, c'est 5 millions de centimes. Et si vous faites ça pendant 2 heures, ce qui ne pose pas de problème, la machine ne demande pas à boire, hein, eh bien, vous faites une jolie plus-value. Sauf que personne d'autre que ceux qui sont équipés pour faire ça ne peuvent avoir accès au système, et que donc c'est tout le système financier qui est sorti de ses rails. Et voilà les 3 éléments qui sont, à mon avis, à la base de la crise que nous vivons. J'ai la preuve de ce que je viens de vous dire. C'est que la justice américaine, 6 ans après, a condamné la banque Goldman Sachs à payer 12 milliards d'amende de dollars. 12 milliards. C'est pas rien. Et le patron de Goldman Sachs, dont je ne sais plus le niveau de salaire, mais ça frôle les 50 millions de dollars ou les 100 millions de dollars, a dit « j'avais provisionné cette amende ». Ce qui veut dire qu'il s'en fout complètement. Et que je dis, je l'ai écrit dans un bouquin il n'y a pas très longtemps, que la seule façon de réduire l'impact de la spéculation pure, celle qui ne porte aucun emploi, mais celle qui peut en détruire beaucoup, c'est d'avoir un système de punition qui soit un système qui soit réellement craint. Si vous prenez des gamins qui se conduisent mal et qui sont à la limite du danger, aller en prison, pour eux, ils s'en foutent. Mais un banquier, vous allez le mettre pour 6 ans à l'abri et à l'ombre, alors lui, c'est un drame. Drame familial, drame de société et drame professionnel. Et je suis convaincu qu'il faudrait que, à l'égard des cours de justice internationale pour les crimes contre les droits de l'homme, il faudrait qu'il y ait de la même façon une cour de justice internationale pour les crimes contre l'économie. Depuis 1980, c'est-à-dire le début de l'essor du libéralisme, il y a eu 22 crises dans le monde. 22 crises. La crise des subprimes, c'est la dernière. C'est la 22e. Mais les 22 autres crises, celle qui a touché les pays du Sud-Est, si on avait un peu le temps, je vous la raconterai aussi, celle-là, parce qu'elle est aussi belle que celle des subprimes. Mais elle a fichu en l'air ce que l'on appelait à l'époque la crise, les dragons.
Ça vous dit quelque chose, cette expression, les dragons? Et les dragons ont été littéralement démolis. Ils étaient qualifiés par le FMI de modèle économique performant. Et le FMI, quand elles se sont battues comme elles ont pu. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais à la FNAC et je me baladais beaucoup en Asie et dans le sud-est asiatique. Et j'ai vécu la bataille que la Banque centrale de ces pays a menée pour sauver leur monnaie. Et du jour où, n'ayant plus un rond en caisse, ils ont été obligés d'arrêter, avec la dévaluation qui s'en est suivie, les fermetures d'usines. L'Organisation mondiale du travail a considéré qu'en 3 mois, il y avait eu 500 milliards de dollars de perdus, de brûlés. Comme la Russie vient d'en perdre 10% de valeur de la bourse. 500 milliards de dollars. Et que ça s'était traduit par 20 millions de pauvres en plus et par 25 millions de chômeurs. 20 millions de pauvres, 25 millions de chômeurs. Moi, je dis que c'est un crime contre l'humanité. Mais ça, on ne le raconte pas dans l'information. Vous ne le trouvez pas. Et pourquoi vous ne le trouvez pas? C'est qu'il y a des intérêts solidaires entre les milliardaires dont je vous parlais tout à l'heure. Ces milliardaires, ils sont leur réseau, très modeste parce qu'ils sont en fait un peu concurrents avant tout, mais ils sont aussi avec des intérêts communs. Tous les mois, à New York, 8 banquiers se réunissent pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les éléments de langage qu'il faut diffuser dans la société. Et ça, les éléments de langage, c'est une façon de falsifier l'information. C'est par les éléments de langage qu'on nous dit qu'il faut abaisser le prix du travail. Certes, la France, dans ce domaine, est mal placée. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le coût du travail, quand il correspond dans un chiffre d'affaires d'une entreprise, ce qui est le cas généralement en France, à 15% du montant, qui fait toute la compétitivité. La compétitivité, elle se fait sur la qualité des produits, sur le design, sur le process de fabrication, c'est-à-dire sur la qualité des ingénieurs, sur la volonté de se baser sur des usines. Les libéraux, ils ne s'intéressent pas aux usines. J'ai un souvenir personnel, quand j'étais en train d'être révoqué de PDG de LIP, il y a un des actionnaires, depuis 6 semaines, il m'insultait chaque semaine, il y avait un conseil d'administration chaque semaine, qui m'a dit Claude, oh j'ai dit vous m'appelez Claude, ça va mieux. Il me dit voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai des Arabes qui sont prêts à investir et à reprendre LIP, il faut que vous me fassiez un plan pour que LIP rende 15% d'intérêt sur l'investissement qu'il faut faire. C'est pas 15% sur le chiffre d'affaires, hein, c'est 15% sur l'investissement qu'ils font. J'ai essayé pendant une semaine avec toute mon équipe. Et j'ai dit, ça n'est pas possible. Pour qu'on puisse arriver à ça, il faut faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ce qui s'est fait dans les aciéries de Lorraine. On liquide le personnel, on ferme des ateliers, on délocalise, et on va faire fabriquer ailleurs, à des prix de misère. Et j'ai donc dit non, je ne suis pas capable de le faire parce que ça va redéclencher la querelle des ouvriers. Et puis j'ai pas envie de démolir ce que je construis depuis 2 ans. Et donc vous voyez que derrière les problèmes de la crise que nous vivons, de sa gravité, on se trouve aussi devant le problème politique de l'analyse du fonctionnement de ceux qui tiennent en main l'économie,
les milliardaires dont je parlais tout à l'heure. Et contre eux, nous nous trouvons devant une désinformation, Père. Et c'est là où vraiment le thème de cette soirée me paraît fondamental. On se trouve devant une véritable désinformation. Visiblement, il fallait casser aux États-Unis, et ils sont en train d'y arriver, ce qui avait été l'héritage de Roosevelt. Et en France, il s'agit de casser ce qui est l'héritage du Conseil national de la résistance. Et c'était quoi le Conseil national de la résistance? C'était, on veut un commissariat du plan, et le commissariat du plan, ne vous y trompez pas, c'est ce qui a permis les 30 Glorieuses. On veut un commissariat du plan. On veut que dans ce commissariat, il y ait les syndicalistes, il y ait les patrons, il y ait les fonctionnaires, chacun à sa place. Est-ce que nous avons aujourd'hui des fonctionnaires dont on est sûr qu'ils restent à leur place? Voulez-vous que je vous cite 12 cas de hauts fonctionnaires qui se retrouvent par une sorte d'oukase à la tête des entreprises privées qu'ils ont permis qu'elles se créent? Ça signifie que l'honnêteté, la morale, la maîtrise des conflits d'intérêts n'existent plus. Vous vous souvenez peut-être du nom de M. Bloch-Léné, François Bloch-Léné. Il se trouve que je l'ai connu. Je l'ai eu comme professeur à Sciences Po pendant 2 ans. Il était au club Jean Moulin. Et François Bloch-Léné, lorsque De Gaulle lui avait demandé de devenir ministre des Finances, ça aurait sûrement été le meilleur, il était à l'époque directeur du Trésor, il a dit non, je suis fonctionnaire. Un fonctionnaire n'est pas fait pour être politique. Moi, je veux pouvoir présenter à un ministre 5 solutions alternatives, et c'est lui qui choisit politiquement ce qui est le meilleur. Je ne lui demande pas de faire mon métier. Moi, je suis directeur du Trésor. Voilà. C'est une autre époque. Vous me permettrez de la regretter. Oui, je vais me laisser aller. L'essentiel est dit. Je crois qu'on a dit un bout, je regarde ce qui est important là. Alors je vais vous donner quand même quelques chiffres sur les paradis fiscaux. Vous les avez là. Les patrimoines personnels détenus dans le monde entre 21 et 32 trillions. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Et là, Père, vous avez une des raisons aussi de la désinformation. Ces chiffres sont tellement considérables que pour arriver à concevoir ce que cela veut dire, il faut faire un effort énorme pour imaginer ce que c'est qu'un trillion. Or, les avoirs en gestion dans les 50 plus grandes banques du monde sont passés de 5 400 milliards en 2005 à 12 000 milliards en 2010, c'est-à-dire, pour l'essentiel, pendant la crise des subprimes. La crise des subprimes n'a pas, je dirais, ruiné tout le monde. À propos des milliardaires, vous avez cité 2500 gros milliardaires. Mais oui, les premiers milliardaires. Oui, mais le critère du milliardaire aujourd'hui, c'est 30 millions d'euros de patrimoine, c'est-à-dire 200 millions de francs, c'est-à-dire 20 milliards de centimes d'avant. C'est-à-dire, autrefois, on était milliardaire à partir de 1 milliard. Maintenant, c'est 20 milliards. Et des gens qui ont 30 millions d'euros de patrimoine, en Chine, il y en a 300 000, et dans le monde, il y en a 9 millions. Et ce chiffre s'accroît. Je vais vous donner le chiffre de mes milliardaires à moi. Parce que... Non, à moi, si je puis dire. Je vais vous dire, parce que c'est vrai, vous avez raison,
Mais si vous voulez savoir ceux qui détiennent le pouvoir, c'est les 2500. c'est les 2500. Ah oui, tout à fait. Ça, vraiment, c'est ma conviction. Il y a des gens qui ont quand même du patrimoine. Hein. Oui, oui. Oh. Hein? Mais si on prend les milliardaires en dollars, en 2000, il y en avait 470. Et ils avaient 898 milliards de dollars. Ce qui fait que ça faisait 1,91 milliard pour chacun des 470. En 2013, 13 ans après, le nombre de milliardaires est passé à 1426. En 13 ans, il est arrivé 1426 milliardaires, c'est-à-dire 1000 de plus. Et l'addition de leur fortune, qui était de 898 milliards de dollars, est passée à 5,4 billions, c'est-à-dire 5400 milliards de dollars. On voit, c'est-à-dire 3 fois plus. On voit 5 fois plus. C'est-à-dire qu'on voit à quel point l'enrichissement du sommet de la pyramide de l'argent, je n'ai pas dit mais des mérites, à quel point ça a profité de la crise. Pendant la crise, les affaires continuent. Oui. Et je vous demande vraiment de bien comprendre que quand je vous tiens ce discours, ce n'est pas un discours anti-économique. J'ai été par vocation, après j'ai plus pu continuer, un chef d'entreprise. Et je suis heureux d'avoir été un chef d'entreprise. Le risque est important. La gestion du risque est importante. La gestion des conditions à réunir pour faire fructifier une entreprise est important. Ce que je condamne, c'est ce qui est fait dans l'abstrait, sans créer d'emploi, sans manipuler de matière, ce qui est fait à partir de la spéculation. Et celle-là, je la condamne complètement. Les spéculateurs ne sont pas, pour moi, des gens qui sont dans l'économie. Voilà, je peux m'arrêter là. Si, je vais quand même dire quelque chose. Je voudrais que l'on sache que les banques ont développé dans les paradis fiscaux 120 000 sociétés écrans. Et que comment dirais-je, je vous donne les derniers chiffres, si je retrouve, voilà, je retrouve la coupure de presse. Vous allez voir, ces chiffres sont intéressants par rapport à la dette française. La dette française, c'est c'est de l'ordre de 1500 milliards d'euros, je ne crois pas me tromper. Et on dit là que le coût de la corruption en Europe est de 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, le coût de la corruption en Europe, c'est-à-dire le budget de l'Union européenne. La fraude fiscale représente dans la seule France, je ne suis plus là en Europe, entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est-à-dire presque 2 fois ce que le président de la République assigne comme objectif au ministère des Finances d'ici 2016. La fraude sociale correspond à 20 milliards et les fraudes à la TVA environ 32 milliards. Voilà les chiffres qui sont là, et cela signifie que la lutte contre la fraude fiscale, contre les différentes fraudes, sont probablement les éléments les plus forts. Encore faut-il que le ministère des Finances, que les hauts fonctionnaires du Trésor considèrent que ces luttes sont fondamentales. Mais hélas, et je vais faire là une accusation terrible, je crains qu'ils ne soient d'abord complices et proches de ceux qui font ces fraudes et ces tricheries. Voilà, je m'arrête là. Merci.